Les Réguibas sont une grande tribu du désert. Pendant des siècles, leur vie nomade a façonné leur identité à travers les vastes étendues du Sahel et du Sahara. Ils se déplaçaient avec leurs troupeaux à travers des terres qui font aujourd'hui partie de la Mauritanie, du Sahara occidental, du sud du Maroc et du nord du Mali. Leur monde n'était pas défini par des frontières modernes, mais par d'anciennes routes, des puits et des pâturages. Ce lien profond avec la terre en a fait des figures puissantes et influentes dans la région. Ils connaissaient le désert mieux que quiconque, et leur contrôle sur les principales routes commerciales et migratoires leur conférait une autorité significative bien avant l'arrivée des puissances coloniales pour tracer des lignes sur les cartes. Leur société était bâtie sur de forts liens familiaux et un sens farouche de l'indépendance, ce qui les rendait à la fois respectés et craints par leurs voisins. Leur importance, cependant, provenait également de leurs relations complexes avec d'autres tribus. L'histoire du désert est une histoire d'alliance et de rivalité, et les Réguibat avaient une longue histoire de conflits avec des voisins comme Oulad Bouzbaha, les Oulad Dlim Tadjakante, et d'une manière moins intense avec Tekna. Ces tensions profondes faisaient partie intégrante de leur identité. Cet état constant de compétition et de lutte signifiait que leur loyauté allait d'abord et avant tout à leur propre tribu, et non à une idée nationale plus large et unifiée. Cette focalisation sur l'identité tribale, plutôt que sur un nationalisme plus large, jouerait plus tard un rôle critique dans leur histoire, surtout lorsque des forces extérieures chercheraient à utiliser ces divisions à leurs propres fins stratégiques. Leur monde était un monde où la survie dépendait de la force de la tribu avant tout. L'arrivée de l'empire colonial français dans le Sahel a tout changé. Les Français ont rapidement compris les dynamiques de pouvoir de la région et ont vu les Réguibas comme un outil potentiel de contrôle. Au lieu de continuer à les combattre directement, la France a choisi d'exploiter leur culture guerrière et leurs rivalités existantes. Ils ont recruté de nombreux hommes Réguibat dans leurs forces auxiliaires, connus sous le nom de Arka ou Goum. Ces combattants étaient utilisés pour faire respecter l'autorité française, réprimer les rébellions et contrôler d'autres tribus à travers le Sahara. Cette collaboration a donné à certaines factions de la tribu Réguiba un nouveau pouvoir et une nouvelle influence, mais elle a également approfondi la méfiance entre elles et d'autres communautés sahariennes qui les considéraient comme des instruments de l'oppresseur colonial. Cette stratégie de division et de conquête a été incroyablement efficace pour les Français. En dressant les tribus les unes contre les autres, ils ont empêché l'émergence d'un mouvement de résistance unifié qui aurait pu contester leur domination. Les Réguibat, pris dans cette toile complexe, se sont retrouvés dans une position difficile. D'une part, ils ont obtenu certains avantages en travaillant avec les Français. D'autre part, ils sont devenus plus isolés de leurs voisins et ont été considérés comme complices du projet colonial. Cet héritage de division, soigneusement entretenu par la France, aurait des conséquences profondes et durables, façonnant le destin politique de toute la région pour les décennies à venir et jetant les bases de futurs conflits qui résonnent encore aujourd'hui. Au milieu de l'ère coloniale, une promesse importante a été faite à la tribu Réguibat, une promesse qui allait façonner leurs aspirations et leurs déceptions futures. Charles de Gaulle, le dirigeant de la France, aurait suggéré l'idée de créer un État spécial ou une région autonome pour les Réguibas. C'était une idée puissante pour un peuple nomade qui n'avait jamais eu d'État formel propre. La promesse laissait entrevoir un avenir où ils pourraient se gouverner eux-mêmes, une récompense pour leur loyauté et leur service envers la France. Pendant un instant, il a semblé que leur collaboration avec la puissance coloniale pourrait mener au prix ultime, leur propre patrie reconnue au cœur du Sahara. Ce rêve a profondément résonné au sein de la tribu. Cependant, cette promesse n'a jamais été tenue. Le gouvernement français a finalement décidé de ne pas créer un État Réguibat, car la tribu Réguibat n'était pas assez nombreuse pour constituer un peuple formant un État. La raison officielle invoquée était la taille limitée de la tribu et ses divisions internes. Mais en réalité, la France préférait confier son héritage colonial à un État plus fort, le régime algérien. Que la tribu était trop profondément ancrée dans ses propres conflits internes et son histoire de guerre avec ses voisins. De Gaulle et ses conseillers, croyant que les Réguibat n'avaient pas encore évolué d'une mentalité tribale à une mentalité nationale. Ils craignaient qu'un État dirigé par les Réguibat ne soit instable et ne conduise probablement à davantage de conflits dans une région déjà volatile. Cette décision fut un coup dur pour les espoirs de nombreux dirigeants Réguibat,
qui se sentèrent trahis par la puissance même qu'ils avaient servie. Le rêve d'une patrie s'est évaporé comme de l'eau sous le soleil du désert. Les raisons réelles du changement d'avis de la France étaient probablement plus stratégiques qu'il n'y paraissait. La France avait ses propres grands desseins pour le Sahara. La région n'était pas seulement un désert vide, elle avait une immense valeur stratégique. La découverte de vastes ressources minérales, telles que le minerai de fer à Garj Bilate et dans la région de l'Adrar, dans l'actuelle Mauritanie, rendait le contrôle du Sahara essentiel. Cependant, ces ressources étaient enclavées. Pour les exploiter efficacement, la France avait besoin d'un accès sécurisé à l'océan Atlantique, et cet accès passait directement par le Sahara occidental. Un État régibat véritablement indépendant aurait pu compliquer ou même bloquer ses ambitions économiques. Il était donc plus commode pour la France de maintenir la région divisée et sous son influence. Cette manipulation était une tactique coloniale classique. En faisant miroiter la perspective d'un État, la France pouvait s'assurer la coopération des régibats en cas de besoin. En retirant l'offre, elle pouvait maintenir le contrôle et poursuivre ses propres objectifs économiques et géopolitiques sans interférence. La promesse brisée n'était pas seulement un simple revirement politique, c'était un coup calculé dans un jeu beaucoup plus vaste. Les régibats étaient des pions dans une stratégie visant à assurer la domination française sur les ressources et les routes commerciales du Sahara. Cette trahison a laissé une profonde cicatrice et a nourri un sentiment de griffe qui alimenterait les mouvements politiques pour les générations à venir, alors que les régibats continuaient de chercher un endroit où s'établir. L'année 1958 marqua un tournant brutal dans l'histoire du Sahara. En février, la France et l'Espagne unirent leurs forces pour lancer une campagne militaire massive appelée Opération Écouvillon, baptisée Opération Teide en espagnol. L'objectif officiel était d'écraser l'armée de libération marocaine, un puissant mouvement de résistance qui luttait contre la domination coloniale dans la région. L'armée de libération marocaine avait trouvé un fort soutien parmi de nombreuses tribus sahariennes, fidèles à la dynastie alaouite marocaine et qui cherchaient un avenir sans contrôle européen. L'opération fut une démonstration vaste et impitoyable de la puissance militaire coloniale, impliquant des milliers de soldats, de véhicules blindés et d'avions qui balayèrent le désert pour éliminer toute opposition. Au cours de cette opération, le réseau complexe d'alliances devint d'une clarté frappante. D'un côté se trouvèrent les puissances coloniales, la France et l'Espagne, déterminées à maintenir leur emprise sur le Sahara. Elles étaient soutenues par certaines factions de la tribu régibat, qui, une fois de plus, combattirent aux côtés des Français en tant que forces auxiliaires. De l'autre côté, se trouvait l'armée de libération marocaine, alliée à une coalition d'autres puissantes tribus sahariennes, dont Tekna, des fractions régibat pro-marocaines, Oulad Dlim, La Houssaïn, Oulad Bouzba et Oulad Tidrarin. Ces tribus voyaient leur avenir comme faisant partie d'un Maroc indépendant et résistèrent farouchement aux armées coloniales. Le désert devint un champ de bataille, opposant tribu contre tribu dans un conflit orchestré par des puissances étrangères. Les conséquences de l'opération Écouvillon furent dévastatrices et délibérément transformatrices. Les forces franco-espagnoles ne se contentèrent pas de combattre la résistance. Elles altérèrent systématiquement le tissu même de la société saharienne. L'une des conséquences les plus importantes fut le déplacement forcé de populations entières. De nombreuses tribus indigènes, qui avaient soutenu l'armée de libération marocaine, furent expulsées de force de leurs terres ancestrales dans la Sagia El Hamra et le Rio de Oro. Elles furent poussées vers le nord, dans des zones comme l'Oued-Noun, les déracinant efficacement de leur foyer et coupant leurs liens avec leur territoire. Il s'agissait d'une forme de punition collective conçue pour briser la colonne vertébrale de la résistance et ouvrir la voie à un nouvel ordre démographique. À la suite de ces déportations, la France et l'Espagne ont activement encouragé une migration massive de familles régibas vers les terres nouvellement vidées du Sahara occidental. Il s'agissait d'un acte calculé d'ingénierie démographique franco-espagnole. En déplaçant leurs alliés vers le territoire stratégique de Sagia El Hamra, les autorités françaises et espagnoles visaient à créer une population qui serait fidèle à leurs intérêts. Ils remplaçaient essentiellement une population hostile par une population amie, assurant que tout futur règlement politique dans la région favoriserait la France et l'Espagne. Cette manipulation cynique des peuples et des frontières était conçue pour assurer le contrôle franco-espagnol à long terme sur le Sahara.
même après la fin formelle du colonialisme, laissant un héritage de déplacement et de ressentiment qui continue de définir le conflit aujourd'hui. Immédiatement après l'efficacité brutale de l'opération Écouvillon, la France s'est empressée de consolider son nouvel ordre dans la région. L'armée de libération marocaine étant affaiblie et ses tribus alliées déplacées, la voie était libre pour la France de poursuivre ses objectifs politiques. La stratégie française visait désormais à créer une nouvelle entité politique qui servirait ses intérêts, la République islamique de Mauritanie. Pour y parvenir, elle avait besoin du soutien de la tribu la plus puissante de la région, les Réguibates. En avril 1958, une rencontre historique fut organisée à Tintagrat, dans l'actuelle Mauritanie. Ce rassemblement a réuni les principaux chefs Réguibates et les dirigeants mauritaniens soutenus par la France, afin d'obtenir leur participation au nouvel État. Le rassemblement de Tintagrat fut un moment charnière. Les Français ont réussi à persuader les chefs Réguibas de s'aligner formellement sur la République mauritanienne naissante. En échange de leur soutien, ils se sont vus promettre une influence politique et un statut protégé au sein de la nouvelle structure étatique. Pour la France, ce fut une victoire majeure. Elle a effectivement intégré les puissants Réguibates dans un projet politique que la France pouvait contrôler, tout en créant un État tampon entre le Maroc et les régions riches en ressources du Sahara. Cet arrangement a également servi à diviser davantage le peuple saharien, éloignant les Réguibates de tout mouvement nationaliste, pan-saharien ou marocain potentiel, et liant leur avenir à une Mauritanie sous influence française. Cependant, ce projet mené par la France n'était pas sans opposants. Le rêve d'un grand Maroc qui incluait le Sahara occidental est resté une force puissante. Les vestiges de l'armée de libération marocaine, bien qu'éprouvés, n'étaient pas complètement vaincus. Plus importante encore, les tribus qui avaient été déplacées par l'opération Écouvillon, telles que Tekna, les Oulad Dlim, La Haroussine et Oulad Bouzbaa et d'autres, sont restées farouchement loyales à la monarchie marocaine. Elles considéraient le plan français de créer un État mauritanien incorporant les territoires sahariens comme une trahison et une continuation de la division coloniale. Elles ont activement travaillé à saboter le projet de l'extérieur, maintenant leur résistance et gardant le rêve d'un territoire unifié vivant. En fin de compte, la farouche opposition de l'ALM et de ses tribus alliées a réussi à faire échouer les parties les plus ambitieuses du plan français. Bien que la Mauritanie ait été établie, l'idée d'un État Réguiba séparé, contrôlé par la France, ou d'une entité autonome au sein d'une sphère d'influence française plus large n'a jamais vu le jour. La résistance a veillé à ce que la question de l'avenir du Sahara ne soit pas réglée si facilement. Le projet a été saboté non pas par des armées lors d'une seule bataille, mais par une résistance politique et de guérilla persistante qui a rendu impossible la vision française d'une décolonisation nette et contrôlée. Le rêve d'un État Réguibate, d'abord promis puis manipulé par la France, a finalement été bloqué par leurs propres frères sahariens. Après les échecs des années 50, une nouvelle génération de leaders sahraouis, issus de la tribu Réguibate, émerge. Sidi Brahim Bassiri, Réguibate d'origine, lance le mouvement de libération de Sagouya El Hamra et Oued Ed Dahab, incarnant une voie d'émancipation pour la population sahraoui. Les Réguibates sont présents non seulement au Sahara occidental, mais aussi à Adrar, en Algérie coloniale, et plus précisément à Tindouf. Cette présence étendue renforce leur influence sur tous les mouvements politiques sahraouis. Dans ce contexte, Bassiri devient le symbole d'un nationalisme sahraoui moderne, prônant la non-violence et la mobilisation politique pour l'émancipation. Son mouvement inspire une nouvelle conscience collective parmi les Sahraouis, qui commencent à revendiquer leurs droits face aux puissances coloniales. Dans la foulée, l'Espagne coloniale tente de canaliser les aspirations sahraouis en créant l'Assemblée du Sahara, mais cette institution reste largement contrôlée par les autorités espagnoles. C'est dans ce contexte que Kalihana Ould Rachid, également Réguibate, fonde le Parti de l'Unité Nationale Sahraoui, le PUNS, pour porter les revendications sahraouis sur la scène politique. Le PUNS devient rapidement un acteur central, rassemblant des figures issues de différentes fractions tribales. Mais la loyauté envers la tribu Réguibate demeure un moteur essentiel des ambitions politiques de l'époque. À travers Bassiri, le PUNS et d'autres mouvements, les années 1970 voient l'affirmation d'une identité politique sahraoui distincte, marquée par la volonté de rompre avec la domination coloniale et de forger un avenir autonome, tout en restant traversé par les rivalités tribales. Malgré les divisions internes, cette période pose les bases d'un mouvement national sahraoui, où la quête d'émancipation s'entremêle avec les réalités tribales
et les jeux d'influence régionaux. Ce nouvel élan politique prépare le terrain pour les grandes confrontations à venir, qui marqueront durablement l'histoire du Sahara occidental. Au début des années 1970, alors que l'emprise coloniale s'effrite, une nouvelle force émerge dans le désert, le Front Polisario. Fondé en 1973, le mouvement est dirigé par El Ouali Mustafa Sayed, une figure charismatique issue de la tribu Erguibat. Dès le départ, la direction du Polisario est dominée par les élites Erguibat, qui placent leur influence au cœur du mouvement. Sous la bannière de l'unité, la dimension tribale façonne la structure et les ambitions du Polisario, alimentant à la fois la loyauté et les tensions internes. Le mouvement canalise l'énergie de la jeunesse sahraoui, transformant frustration et espoir en une identité collective forgée par la propagande. Dans les camps et les zones contrôlées, le Polisario orchestre rassemblements, chants, slogans et récits héroïques pour renforcer l'adhésion à sa cause. Cette propagande façonne une nouvelle génération, mais impose aussi un récit unique, souvent dicté par le cercle dirigeant Erguibat. Derrière l'image d'unité, la centralisation du pouvoir marginalise d'autres voix tribales et alimente rivalité et frustration. La dissidence est discrètement découragée, et les visions alternatives sont souvent supprimées au profit de la ligne officielle. Ainsi, le Front Polisario devient à la fois le symbole de la résistance sahraoui et l'architecte d'un récit façonné par ses chefs tribaux. Alors que le Front Polisario prenait forme, l'Algérie s'imposa comme son principal soutien, offrant un refuge, des armes et un appui logistique décisif. À Tindouf, de vastes camps de réfugiés sahraouis furent installés sous contrôle algérien, devenant à la fois sanctuaire et instrument de pouvoir. L'Algérie gérait l'accès aux camps, supervisait l'aide humanitaire et contrôlait les mouvements de population, orchestrant des changements démographiques pour renforcer sa position. Mais au lieu d'équilibrer les alliances tribales, Alger a confié le pouvoir principalement aux dirigeants Erguibat, afin de garantir le soutien des Erguibat de Tindouf, Béchar et Oumla Assal. Cette domination Erguibat dans les camps a façonné la structure du Polisario et renforcé l'influence de cette fraction sur l'ensemble du mouvement. Pour la population sahraoui, la vie dans les camps signifiait l'attente, l'exil et souvent la désillusion, prise entre les intérêts géopolitiques et la quête d'un avenir meilleur. L'influence de l'Algérie reste une force déterminante, façonnant le destin de milliers de Sahraouis et la réalité du conflit jusqu'à aujourd'hui. Après l'intervention de l'Algérie, il est important de noter que les mouvements artificiels des années 70 n'étaient au début que des manœuvres opportunistes. Ils visaient à récolter les acquis de la résistance de l'ALM, du nationalisme marocain des tribus pro-marocaines et du processus international de décolonisation, principalement à des fins tribales. Mais ce processus s'est révélé long et épuisant de façon inattendue, tout en restant favorable jusqu'à aujourd'hui pour les opportunistes qui en tirent un profit. Pendant des décennies, la communauté internationale s'est tournée vers les Nations Unies pour résoudre le conflit du Sahara occidental. Au cœur de cette démarche, un projet de référendum, permettre aux habitants de choisir librement leur avenir. Mais derrière cette idée simple se cache une réalité complexe, faite d'obstacles administratifs et d'identités imbriquées. La première question fut « Qui a le droit de voter ?» La réponse s'est avérée tout sauf évidente. Le recensement espagnol de 1974, réalisé à la veille du départ colonial, devait servir de base électorale. Mais ce recensement n'était pas seulement incomplet. Il a été délibérément manipulé à des fins politiques, afin d'influencer la composition du corps électoral et, par conséquent, les résultats du référendum. De nombreux nomades et déplacés, dont la vie traversait des frontières invisibles du désert, ont été ignorés ou exclus, rendant le registre électoral profondément contesté et sujet à caution. Fonder l'avenir d'un peuple sur un registre aussi lacunaire est, pour beaucoup, une injustice profonde. D'autres propositions ont suggéré d'inclure les populations Erguibat de l'Est, installées depuis longtemps hors du territoire contesté. Beaucoup de ces familles ont acquis la citoyenneté algérienne ou mauritanienne, vivant loin du cœur du conflit. Les inclure dans le vote fausserait le résultat et priverait les Sahraouis du Sahara occidental de leur droit à l'autodétermination. Cet enchevêtrement d'identité et d'histoire a rendu impossible pour l'ONU de définir une liste électorale acceptée par tous. Ainsi, la promesse d'un référendum est restée lettre morte, prise entre récits concurrents, déplacements, frontières mouvantes et soupçons de manipulation des listes électorales. Aujourd'hui encore, alors que le monde cherche une solution juste, les Sahraouis attendent,
pris dans l'incertitude d'un avenir à définir, et le défi de savoir qui aura le droit de le décider. Alors que la poussière des rivalités vieilles de plusieurs décennies retombe, un nouveau défi émerge pour les populations du Sahara, la quête d'une gouvernance juste et d'une véritable démocratie. Au-delà des calculs tribaux et de la politique du privilège, l'avenir de la région dépend de l'abandon de la vieille logique de la rente et de l'adoption d'un système où l'équité et la transparence prévalent. Dans les villes du Sahara, de nouvelles voix réclament la représentation, le droit de forger leur propre destin. La demande est claire, mettre fin au favoritisme et à l'exclusion, et créer des institutions qui servent tous les citoyens, sans distinction d'origine ou de tribu. La proposition marocaine d'autonomie sous souveraineté nationale offre un cadre qui promet l'autogouvernance, le respect des traditions locales et l'intégration de tous les Sahraouis dans le tissu national. Le soutien international à cette solution continue de croître, de nombreuses nations et organisations reconnaissant l'autonomie comme la seule voie réaliste vers une paix et une prospérité durable. Pourtant, des défis subsistent. Les blessures du déplacement, les cicatrices de la division et l'héritage de la manipulation ne peuvent être soignés du jour au lendemain. Mais dans les écoles, les marchés et les places publiques du Sahara, l'espoir persiste. Les jeunes rêvent d'un avenir où leur voix compte, où la justice n'est pas un privilège, mais un droit. Et où le cycle des conflits prend enfin fin. Le chemin à parcourir ne sera pas façonné par les ambitions de quelques-uns, mais par la volonté collective de bâtir un avenir partagé, un avenir enraciné dans la démocratie, l'équité et la bonne gouvernance. Alors que le monde observe, les populations du Sahara se tiennent à la croisée des chemins de l'histoire. Prêtes à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre d'unité, de dignité et de paix.